qui est celle justement de la culture européenne et finalement de ce qui nous unit, nous, Européens, ce qui nous unit, nous, en tant qu'Européens. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats. Je ne sais pas si j'ai préparé quelques éléments tirés de différentes enquêtes, et notamment d'une enquête qui avait été conduite donc par Kantar pour les institutions européennes fin 2017 sur le patrimoine culturel européen. Et donc, il y a dans cette enquête, dont les résultats sont disponibles sur le site de l'Eurobaromètre, énormément d'enseignements très intéressants, et notamment un premier résultat que je vous présente. Je ne sais pas si ça s'affiche. Je peux passer avec C'est bon, voilà, c'est bon. Une première question issue de cette enquête, où on a 80% des Européens qui sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle c'est la diversité de la culture européenne qui fait son originalité et qui lui donne sa valeur particulière. Donc une proportion très importante, hein, qui a quasiment plus de 80% des Européens qui pensent qu'effectivement la diversité culturelle est importante. Et quand on regarde le détail par pays, parce que là c'était les résultats au niveau de l'ensemble des Européens, on voit que c'est une affirmation qui est partagée par au moins 70% des habitants, quel que soit le pays. On a quand même 87% en Allemagne. Vous voyez que la France est au niveau de la moyenne européenne. Et donc on a cet accord assez largement partagé qui est de cette importance de la diversité. Et en même temps, dans cette enquête, il y a un autre résultat aussi assez étonnant que je vais vous présenter, qui est qu'on a dans le même temps un peu plus de la moitié des Européens qui sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle en fait il n'y a pas vraiment de culture européenne commune parce que les pays européens sont trop différents les uns des autres. Et là aussi, on note des différences en fonction des pays, et des différences d'ailleurs assez importantes en fonction des pays, une plus grande diversité sur la première question, avec même un certain nombre de pays, vous voyez, où on a plus des 2/3 des habitants qui sont d'accord avec cette affirmation selon laquelle il n'y a pas vraiment de culture européenne, justement à cause de cette trop grande différence entre les pays. Et dans ces pays, on retrouve un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, d'ailleurs, les États baltes, l'Arménie, mais aussi des États membres plus anciens, l'Italie, l'Irlande, qui sont plus souvent d'accord avec cette affirmation. Et à l'autre bout du spectre, on a en revanche des pays où, au contraire, une majorité d'habitants pensent que, en fait, non, malgré cette diversité, il y a une culture européenne. Là, on retrouve l'Allemagne, les Pays-Bas, et la Suède, mais aussi des pays comme la Bulgarie. Donc, c'est vrai qu'on voit cette diversité d'opinions sur ce sujet-là sans qu'on puisse vraiment voir une logique aussi sous-jacente entre, par exemple, pays d'Europe de l'Est ou pays d'Europe de l'Ouest, entre grands pays et petits pays. On voit que c'est assez partagé. Alors finalement, si on revient sur ces deux chiffres un petit peu contradictoires, d'un côté 80% qui pensent que la diversité de la culture européenne fait son intérêt, et de l'autre qui disent qu'il n'y a pas vraiment de culture européenne parce que les pays sont trop différents. Alors, il y a souvent des paradoxes dans les questions de sondage, et surtout sur une question comme la culture, qui est quand même un terme assez polymorphe, pour dire vite. Mais ce qu'on peut retenir de ces deux questions, c'est que finalement, ce qui suscite l'adhésion des Européens, c'est la question justement de la diversité de cette culture européenne. Celle-ci, elle est valorisée finalement dans les deux cas. Hein. C'est vraiment une chose importante, et je pense que ça permet aussi, cette valorisation de la diversité, de répondre dans un certain nombre de cas aussi à une certaine angoisse, peut-être de certains habitants de l'Europe, d'avoir peur de perdre sa culture nationale, justement dans une culture européenne qui serait moins spécifique et qui serait plus vaste, et qui peut expliquer peut-être les réponses de certains pays. Et en tout cas, dans ces résultats, on voit une réelle aspiration à la diversité. Justement, cette diversité des cultures, c'est sans doute ce qui fait la spécificité aussi de cette culture européenne. Pour le montrer, je vais vous montrer un troisième résultat, toujours issu de cette enquête, où on demande aux Européens s'ils sont d'accord ou pas avec l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de culture européenne spécifique, mais seulement une culture occidentale globale, qui est par exemple la même en Europe et aux États-Unis. Donc là, un peu différente de l'affirmation précédente, on réaffirme qu'il n'y a pas de culture européenne, mais parce que justement cette culture européenne s'inscrit dans une culture occidentale plus globale. Et là, on voit que l'adhésion des Européens est beaucoup plus faible. On a un tiers des Européens qui sont d'accord avec cette affirmation, et à l'inverse, plus de la moitié des Européens qui estiment qu'il y a
malgré les similitudes qu'il peut y avoir avec la culture américaine, par exemple, qu'il y a quand même une spécificité de cette culture européenne. Je pense que par rapport aussi au débat de ce soir, c'est intéressant d'avoir cette vision de cette spécificité. Au-delà de cette question de la diversité, on voit à travers d'autres enquêtes aussi tirées des eurobaromètres, finalement, qu'est-ce qui nous rassemble, nous, tous, en tant qu'Européens, et un chiffre assez positif, malgré cette diversité, le sentiment très partagé au niveau des individus, que finalement, ce qui rapproche les citoyens des différents pays membres de l'Union européenne est plus important que ce qui les sépare. À 71%, vous voyez dans le graphique derrière moi, des citoyens qui pensent que ce qui rapproche finalement l'ensemble des citoyens du continent est plus important que ce qui les sépare, avec même un quart, quand on regarde les résultats dans le détail, un quart des Européens qui sont même tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et donc il y a sans doute, effectivement, malgré ce sentiment chez beaucoup d'Européens, que même si on ne connaît pas forcément très bien les habitants des autres pays, il y a quand même le sentiment qu'on partage ensemble un paysage culturel, alors sans doute une histoire culturelle, mais aussi beaucoup d'habitudes, finalement, dans la manière dont on s'habille, dans la manière dont on regarde tous à peu près les mêmes films, les mêmes séries sur le continent, dans le fait qu'on voyage, en tout cas on voyageait avant le Covid dans les mêmes pays, et que finalement ce qui est supérieur, enfin ce qui nous rassemble est supérieur à ce qui nous sépare, et notamment, sans doute, quand on se compare aussi avec d'autres zones géographiques dans le monde. Et d'ailleurs, quand on avait posé cette question fin 2016, quand on regarde les différences en fonction des pays, on voit qu'il y a une conviction qui est vraiment très majoritaire dans un certain nombre de pays, notamment la Suède, notamment Malte, sur cette idée que beaucoup de choses nous rassemblent. Et en revanche, en queue de peloton, parmi les pays plus négatifs, avec le sentiment qu'il y a plus de choses qui nous distinguent, eh bien, la France, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce. Cette enquête, elle avait été réalisée en 2007, donc il y a une période aussi où finalement ces pays-là, bon, la France c'est plus ancien, mais l'Espagne et la Grèce étaient aussi dans des situations économiques ou des situations politiques avec un impact sur leur identité assez fort. Et on voit que finalement, il y a une vraie résonance entre ce sentiment parfois de grande différence au niveau national qui se ressent aussi sur la manière dont on se conçoit comme collectif au niveau européen. Et d'ailleurs, pour preuve, et là aussi, je trouve que ces deux questions sont assez significatives, elles sont toutes récentes, elles ont été posées fin 2019 dans la dernière vague d'enquête Eurobaromètre qui a été publiée. On demande aux Européens s'ils sont d'accord ou pas avec deux affirmations. Dans notre pays, les gens ont beaucoup de choses en commun. Et la même question, dans l'UE, les gens ont beaucoup de choses en commun. Sans surprise, on voit qu'on a 80% des Européens qui pensent que dans leur pays, les gens ont beaucoup de choses en commun. Sans surprise, dans le sens où, effectivement, c'est plus élevé que quand on parle de l'Europe, où là, les Européens sont 59%. Mais que finalement, quand on pense à la caractère récente de l'Union européenne par rapport aux États-nations, finalement, cette différence de 21 points entre les 80% et les 59%, quand on parle de l'UE ou quand on parle de son pays, finalement, on se dit qu'il y a un chemin finalement assez court encore peut-être à rattraper, et qui montre que malgré les diversités des cultures, il y a quand même chez beaucoup d'Européens le sentiment qu'on a des choses en commun, du coup des choses aussi à faire ensemble. Et là, aussi pour préciser un petit peu les choses sur ces deux questions, on voit qu'il y a une très forte corrélation au sein de chaque pays sur ces questions-là. Par exemple, sur ces deux affirmations, vous avez la France qui est en queue de peloton sur ces questions-là. Les Français sont les Européens qui ont le moins le sentiment que dans leur pays, les gens ont beaucoup de choses en commun, et aussi dans l'Union européenne. Il y a une vraie articulation de ces deux questions. Et donc, ce qui nous rassemble en tant qu'individus européens est donc plus fort que ce qui nous éloigne en général. Et dans le même temps, quand on interroge les Européens sur les valeurs partagées, et qu'on se situe plutôt au niveau des États membres et non pas au niveau des individus, on voit que les choses sont moins tranchées. Quand on demande aux Européens si, selon eux, en termes de valeurs partagées, les États membres sont proches ou différents, là, on voit que les choses sont beaucoup plus partagées, avec aussi beaucoup de personnes qui ont plus de mal à se situer. On voit qu'il y a, quand on regarde les résultats de sondage, on s'intéresse souvent aussi aux réponses extrêmes. Donc, en bleu foncé, vous avez des personnes qui ont répondu très proches, et
en rouge foncé, les personnes qui sont très différentes, qui sont peu nombreuses. Beaucoup de gens répondent plutôt des modalités un petit peu intermédiaires, ce qui montre qu'il y a plus de mal à se situer. Et finalement, ces différences entre ces deux questions, ça montre que c'est comme si les États, finalement, leur cadre de référence aussi, pouvaient faire obstacle à ce sentiment de proximité. Autant les individus ont le sentiment d'avoir des choses à partager, des choses proches, autant au niveau des États membres, on peut avoir plus de difficultés à se prononcer. Aussi, à ce niveau-là, on voit d'assez grandes différences et toujours cette place de la France, toujours assez particulière. C'est parmi les Européens qui ont plus le sentiment que les États membres sont différents en termes de valeurs partagées. Donc, si on parle de valeurs partagées au niveau des États, ce qui peut être intéressant, et je poursuivrai là-dessus, c'est cette histoire justement de valeurs communes des Européens et celle que les Européens attribuent à l'Union européenne. On a une question qu'on pose très régulièrement dans ces enquêtes Eurobaromètre, c'est quelles sont les valeurs qui représentent le mieux l'Union européenne pour les Européens. Et vous voyez, on a un trio de tête parmi une liste d'une douzaine de valeurs: la paix, les droits de l'homme et la démocratie. Juste devant l'état de droit, et en dernier sur la liste, vous avez la religion, l'épanouissement personnel ou la tolérance. On voit qu'il y a un socle de cette culture commune au niveau européen, c'est cette question de la paix, des droits de l'homme et de la démocratie. Et d'ailleurs, il n'y a pas de conflit de valeurs, parce que quand on demande aux Européens quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour eux dans cette même liste, on voit qu'il y a une vraie adéquation. Les deux valeurs qui ressortent le plus, celles qui comptent le plus pour les Européens, c'est la paix et les droits de l'homme. La troisième étant le respect de la vie humaine qui revient plus haut. Mais on voit qu'il n'y a pas de conflit de valeurs entre ces valeurs à soi et celles qu'on attribue à l'Union européenne. Et pour terminer, finalement, pour introduction au sujet, on a parlé de valeurs communes, on a parlé de choses que les Européens ont le sentiment que finalement beaucoup de choses nous rassemblent, et en même temps la valorisation de cette diversité culturelle. Alors comment on fait pour justement relier tous ces termes? Eh bien, à travers, quand on parle de politique culturelle, quelque chose d'assez clé, qui est finalement les échanges, la question des échanges culturels. Et là, une question dont les résultats sont assez marquants de cette enquête sur la culture. On a 84% des Européens, donc là on est vraiment sur plus que de l'adhésion, on est sur quasiment une unanimité sur l'idée que la culture et les échanges culturels devraient avoir une place très importante dans l'Union européenne pour que les citoyens des différents États membres se connaissent mieux et se sentent davantage européens. Avec ce sentiment que c'est à travers ces échanges culturels qui sont permis aussi par l'Union européenne qu'on pourra progressivement construire une culture européenne. Et c'est assez révélateur, je terminerai par là, sur le fait que quand on demande aux Européens quels sont finalement les résultats les plus positifs de l'Union européenne depuis ses origines, on a deux choses qui ressortent depuis bien longtemps, c'est la libre circulation des personnes et la paix entre les États membres, et de manière régulière et de plus en plus, les programmes d'échange étudiants comme Erasmus, qui sont cités par un quart Je voudrais d'abord peut-être parler du rôle de l'Union européenne et de celui des États membres en matière de culture. Je trouvais que l'analyse et le sondage d'opinion extrêmement intéressants et ça nous conforte, je crois, dans l'idée que les échanges sont extrêmement importants, que ce soit dans le domaine de l'éducation que dans celui de la culture. Et justement, là où nous intervenons en matière culturelle, c'est lorsque nous pouvons apporter une valeur ajoutée sur le plan de l'Union européenne. En d'autres termes, comme vous le savez, l'Union européenne a les compétences que les États membres lui accordent à travers le traité de l'Union européenne. Et vous savez que nous complétons l'action des États membres, nous appuyons l'action des États membres. Donc, c'est le principe de la subsidiarité. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons plusieurs outils. Il y a bien sûr le programme Europe créative, qui est un programme de soutien
financier qui soutient des projets de coopération transnationaux, qui soutient la mobilité des artistes, qui soutient des réseaux et des plateformes, tout cela pour échanger, pour permettre justement ces échanges à travers les pays et d'ailleurs aussi avec les pays tiers, par exemple les pays du voisinage. Donc, ça, c'est le programme Europe créative que vous connaissez bien, qui a aussi, donc là, je parlais de culture, à l'exclusion du film, mais qui lui aussi est soutenu, bien sûr, par le programme Média, qui fait partie de ce même programme, c'est l'autre volet. Et donc, le programme, je peux vous parler le mieux parce que c'est la mienne, mais il y a bien sûr au sein de la Commission européenne d'autres domaines qui soutiennent la culture. Je pense notamment aux fonds structurels, par exemple. Voilà, je crois que ça c'est. Mais voilà, pour rebondir aussi sur l'éducation, bien sûr, le programme Erasmus, bien sûr, d'autres initiatives dont je peux vous parler dans un instant, bien sûr, ce dialogue avec les États membres, les parties prenantes, toutes, voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un premier aperçu. De l'Union européenne, on a le côté on a la vision des Européens sur la culture, les perceptions qu'ils ont. Comment vous concevez ça par rapport à notre thème de lier la culture avec le numérique, l'innovation? Je vais d'abord répondre à la question qui a sur les grandes idées de livre, parce que les citations qu'a eues Viviane Hoffman pour vous répondre me paraît intéressante. Comme l'a dit Mme Hoffman très justement, l'Union n'a que les compétences que les États membres lui donnent. Or, depuis sa création en 1957, je vais d'abord répondre à je suis cadré sur les États membres ont refusé obstinément que les institutions de l'Union, notamment la Commission, et la présidence de la culture. Et comme l'a dit très justement, on critique souvent la Commission, l'Union n'a pas les compétences que les États membres lui donnent. Ensuite, quand on regarde le budget hors depuis sa création de la Commission européenne, le total des lignes directement liées à l'Union, on peut refuser obstinément que les institutions de l'Union ont des objectifs qui sont pouvoir important en ce qui concerne la culture. C'est un budget qu'on présente environ, c'est souvent la Commission, pour 1000, pas grand-chose, du budget total. Ensuite, quand on regarde le budget de l'Union, c'est le total, vous avez la Commission européenne, relativisé avec le total des lignes, d'ailleurs les parlementaires européens sont en unanime, Mme Hoffman commencerait à nous donner il y a quelques semaines, descriptifs, sont voire même amernement de ce que dans l'annonce, c'est le budget prévu environ peut-être 1 pour 1000 suffisant du budget total. Donc ça c'est un propos préalable. Dans ce livre, je vais vous traiter 3 idées, relativiser un peu les choses. La première, les parlementaires européens, sous façon en unanime, l'Europe et l'Union européenne. Il y a quelques semaines, vous avez ici le rapport, avec les chiffres de Guillaume Calis, vous avez très le disent bien. Les Européens ont bien le sentiment d'avoir un suffisant commun, notamment, ça c'est une identité préalable. Dans ce livre, je vais vous traiter par cette identité, les deux sont extrêmement différentes. La première, c'est évident, c'est toujours bien de rappeler l'Europe. Et c'est aussi pourquoi la Commission est toujours réclamée entre ce qu'on attendait, c'est-à-dire la chose, disent bien ce qu'elle peut faire de par ses moyens, on a bien le sentiment d'avoir avec une commissaire une identité sur les pays. Donc, la première idée, le thème du livre, on échappe, il y a des évidences que c'est toujours bien de rappeler l'Europe, c'est aussi sans quoi la Commission est toujours réclamée, il y a ce qu'on attendait, c'est beaucoup de choses. Ce que je peux faire de par ses moyens, c'est à 1961 avec une commissaire 28 siècles de civilisation européenne,
L'Europe est le seul continent à être la premier thème du livre. Non, je parle du continent des chapitres, des Britanniques après le Brexit. L'Europe, c'est Suède sans la culture, sont tout autant européens que les Français le veulent d'autres mondes. Ça sera combien de temps? La Chine n'est pas une civilisation date de 1915, et ça, est une civilisation siècle de civilisation impériale. L'Europe est le seul des continents à être une civilisation au centre des Chines, entre massacres très régulièrement, on fait par la Suisse. Ça, c'est la première idée de ce livre, et j'en reviens encore toujours au chiffre de Khalil. Ça sera combien de temps? La Chine n'est pas une civilisation, c'est là où le monde est une civilisation. La difficulté au fond, c'est que je compte avec ma pouvoir des chemins, enfin doter la Commission des Chines, alors que la Commission vient de ce service a même une position absolument marquable. Créer un programme de 3 par jour, ça revient encore toujours tous les médias américains, tous publics, construire une entité européenne, créer des salles européennes dans tous les musées européens, créer une nouvelle histoire européenne avec doter la Commission des pouvoirs, enfin doter la Commission, mettre les grands européens, alors que la Commission des 70 a fait des législation remarquable. Non, créer un programme audiovisuel. Le problème, c'est que quand on a doté la Commission des pouvoirs, enfin, les médias, pour moi, construire des assemblées européennes et des films, créer des salles européennes dans tous les musées jeunesse, créer un système parlementaire, disposer des affaires économiques et monétaires par les européens pour avoir milité pour l'adoption du traité de Maastricht en France. Nous, les gagnants, 60% de doter la juin pouvoir, enfin, donner la campagne pour l'été, où c'est passé l'enthousiasme de l'aventure centrale et des films avant le rejet. Pour avoir été en 2005 traité par le CICER, parlementaire du. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la dynamique européenne est morte sur avoir milité à partir du maximum de l'élargissement. On donnait gagnant 62% de l'Union de juin, à savoir, c'est de donner la campagne. Ah oui, je pense qu'à partir de ça, avant, et avec une constante très passionnée, à nier la réalité. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a un peu de la dynamique européenne est morte creusée un sillon dangereux à partir du maximum de l'énergie alcaline. Non pas montré, mais les unions sont parmi les plus importantes. À partir de 2000. C'est un fait que je pense qu'à partir de ça, et avec une constante. Donc ça, c'est la première passionnée du livre, à nier la réalité. Dans le premier chapitre, je reprends des procédés qu'on a avec les antiques, creuser le paradoxe, et suivant les faits, les grands accomplissements de l'Europe, ça peut être absolument bénéficieux. Le nombre de cas avec des gens qui ont fait un article depuis le début, et par la fin, même parmi les étudiants. Donc ça, c'est la première thèse, on a eu encore une chance avec nos étudiants. Il y a un chapitre, je reprends quelques instants, c'est les grands accomplissements de Guillaume. Pour vous donner un paradoxe, le seul accomplissement des grands effets, des grands accomplissements de l'Europe, la très grande majorité des civilisations européennes tous les jours, le nombre de cas de gens diront ça, ça c'est le symbole absolu du vide des caractères européens. Je raconte dans mon livre comment on est arrivé à ça, c'est-à-dire à partir d'une évidence qu'il faut mettre sur des billets visages, vous prenez comme le seul accomplissement de l'Union, comme dans nos pays d'ailleurs en zone. Moi j'ai très grand majorité de citoyens, j'avais les jours, c'est-à-dire les billets desquels les rois absolus du vide de la culture européenne. Voilà, j'ai un bureau avec la face recto, pointe carreau, c'est une évidence qu'il vous allez mettre ça des milliers de visages. Donc, une des propositions que je suis associé, c'est qu'en profitant dans nos pays européens, on fasse un référendum, j'ai des pays européens, vous êtes Pologne, je vais mettre Pologne, je peux mettre le titre, les Chinois, les villes nord, qui reviendront en mode Covid, les rois découvraient quelques-uns de nos visages, et en gros, avec le numérique. Qui sait que le web a été créé par les Européens? Personne. Donc, pas de une des propositions que j'ai faites sur les mentions américaines. C'est vrai pour soi, c'est faux de proposer aux Européens de mettre le web au sein de Genève par un Belge qui reviendront en mode Belgalio, découvrir leur visage sur des visages, ça fait bien la numérique. Je prends d'autres exemples que le web a été créé par les naufrage Euronews. Pas des Européens, c'est quand même extraordinaire. Le mention américaine Euronews est assez sévère pour américain, c'est faux. Le web égyptien, le web a été annoncé, c'est Euronews. Par un Belge a été pas fichu, on peut trouver les budgets nécessaires pour sauver au moins leur visage sur des visages. Euronews, n'est plus, je prends des choses à ça européenne. Là, vous parlez de l'information que vous faites rentrer dans le. C'est quand même extraordinaire. Non, c'est sous pavillon américain. Alors, on va prendre le siège, je laisserai ensuite Euronews, qui utilise beaucoup cette réalité. Pas fichu. Pour moi, la possibilité nécessaire de l'exploitation est un faux débat. La culture, c'est à la fois politique, culturelle, plus industrie culturelle, l'information, secteur, ils sont. Là, vous parlez de la musique, l'information. En passant par les jeux vidéo et le cinéma. Le grand champ culturel. Et c'est surtout
une identité pour l'identité culturelle de l'Europe, c'est un sens qui utilise le Bruxelles. Donc, pour conclure, moi, la question que j'ai définie la culture, j'ai essayé de débat d'abord sur la politique qui plus on a doté le secteur des institutions communautaires, de la musique, le pouvoir en matière de culture et aussi culturelle, avec, je le rappelle, c'est surtout une identité culturelle de l'Europe, c'est très très faible, en terme. Donc, plus en fait le monde est en train de se défaire en espèce. J'ai essayé dans ce livre d'abord, comme ça, monsieur le président, regarde en réalité, plus on a adopté les indexations conditionnelles de pouvoir en matière de tous, culture, ça, avec, je le rappelle, résister à Brexit, résister à la crise financière de 2008, on va résister au Covid. Mais il y a un moment où, en fait, le monde est en train de se défaire en espèce. Ça, c'est la première thèse de livre. La deuxième thèse de livre, vous avez le point qui regarde vous-même, c'est juste de rappeler qu'au cours de la chapitre 2, avec ces institutions européennes représentant la représentation de l'emploi, un des essentiels, on a un des rares secteurs de l'économie européenne dans lequel on résister à la crise financière des valeurs, que au Covid arrive et des numéros mondiaux. Ça, c'est la première chose que vous avez. La deuxième chose, vous l'avez, il n'y a plus beaucoup maintenant juste de marché européen. Dans le cadre du numéro 2, si vous prenez les trois grands actifs de l'institution européenne, historiquement, il y en a un qui est en Chine, qui est l'énergie. C'est un des rares secteurs de l'économie européenne dans lequel les Chinois font des valeurs, tous les mois arrivent des 20 ans et des numéros mondiaux. On n'est plus à l'échelle, on parle de l'industrie que vous avez européenne, probablement, il n'y a plus beaucoup de l'industrie européenne dans laquelle on est numéro 1. Du ferrage vers l'électrique, on va y aller vite, il y en a un qui ne reste pas. L'industrie de défense et les industries de la c'est deux domaines dans lesquels on a le numéro 1. Les Chinois fabriquent les centrales, ça c'est la deuxième idée, depuis 20 ans, en rappelant un peu ce que sont les spécificités des modèles culturels, que j'ai l'outil européen, qui des modèles inventés par les Européens, sur lesquels l'électrique sur les sons, on va y aller. Numéro 1, vous avez trois qui sont européens. Donc, il nous reste l'industrie de défense et industrielle, social, deux domaines dans lesquels on a des ça c'est la deuxième idée. En rappelant la troisième spécificité des troisième chapitre du livre se penche sur un épisode malheureusement peu connu à part des experts, c'est que les Européens, sur lesquels, sur les 6 sont les numéros 1, vous en avez qui sont interrogés sur ce point, mais j'ai fait ça depuis le numéro 1 mondial, social, j'ai commencé à la carrière et ensuite il y a des années. J'ai été pendant 5 ans conseiller de la troisième chapitre du livre se penche sur un épisode, malheureusement en France, connu par des experts, et j'ai ensuite fait 5 ans chez Orange, 3 ans chez Canal+, parce qu'on a interrogé sur ce point. Donc, ce qui m'a quand même beaucoup frappé, depuis que j'ai pris la reine de CSSM, c'est l'énergie que j'ai pu dépenser avec les collègues de l'industrie cinématographique contre le passage du numérique, contre la Commission européenne, contre le Parlement européen, France, contre la CJET. Et j'ai vécu 5 ans chez Orange, il y a 3 ans, mais je prends cet exemple qui m'a quand même beaucoup frappé. Tous les textes européens par rapport à c'est un seul qui fait l'objet des plus terribles projets, des traités ACTA contre la Commission en 2012, contre le fait du traité ACTA et contre la CJE, d'attentats du passé publié effrayant, traité avec pourtant, et on a eu depuis, mais je suis heureux professeur, et je veux dire que le nouveau projet poussé par les textes rejetés par son impact, on est là qui fait l'objet du plus terrible et que d'ailleurs, sur le quinquennat bruxellois qui était projeté, en 2012, deux des plus grandes faits qui sont vraiment sur la protection des données, d'attentats sur le numérique et la directive de l'auteur. Celui-là, on a eu depuis, de manière très inquiétante, le professeur, et je veux dire que le projet poussé par Bruxelles, des services, n'est pas fait mobiliser pour remettre en œuvre sur le quinquennat, l'article 17 achevé sur l'auteur, toutes les plus grandes créances qui auraient de transparence sur les grandes plateformes qui créent leur données dans le numérique, et le stakeholder dialogue, l'article de l'auteur, nous voyons de manière très inquiétante, elle est en train de tourner dans une autre direction, remise en cause très directe de ce que les États membres, c'est la Commission européenne, mobilisée pour remettre en cause une décision de ça. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure. C'est presque terminé. Ça, c'est la deuxième thème, la deuxième plateforme qui traite d'AD. On a compris ici, il y a le paradoxe stakeholder dialogue français à l'OCDE est en train de tourner à remise en cause très directe de ce que les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen ont pourtant adopté. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur. J'ai presque terminé. Oui, ça, c'est la deuxième thème. Vous l'aurez compris, dans une compréhension assez médiocre de ce que sont les vrais enjeux numériques aujourd'hui, qui sont des enjeux de pure domination et des faits de monopole.
Et donc, j'explicite dans les 2 derniers chapitres du livre le combat qui a eu depuis une vingtaine dans une compréhension assez médiocre de ce que sont les vrais enjeux numériques aujourd'hui, qui sont des enjeux de pure domination et des faits de monopole. Et donc, j'explicite dans les 2 derniers chapitres du livre, le mouvement des consommateurs, le combat qui a eu depuis, et puis, enfin, je terminerai par là, le dernier chapitre parle de souveraineté culturelle européenne. Effectivement, j'ai choisi ce titre avant que devienne à la mode quelques mois, en disant ce qui est en train de se passer dans l'industrie culturelle avec le déploiement de Netflix, les mouvements Disney+, ou Amazon, pour les sites en avant-goût, et puis ce qui va s'en faire dans le monde de législation, on parle de faute de régulation efficace, de politique industrielle et de protectionnisme au moins assumé, en disant ce qui est en train de se passer dans l'industrie asymétrique traditionnelle à Bruxelles, parce que c'est l'esprit de Rome, ou avec 20 ans de retard, qui est un avant-goût de ce qui va se passer dans le monde, par des grandes puissances, de régulation efficace de pays émergents, et de protection absolument pas la vision européenne. C'est tout le problème du Brexit symétrique et des régionales à Bruxelles. Voilà en gros un peu les quelques idées avec 20 ans de retard. Alors, Madame Hoffmann, vous venez d'entendre ce que vient de démontrer Jean-Noël Pau. Qu'est-ce que vous répondez à ça, donc sur un certain pessimisme, une certaine inquiétude sur l'avenir et sur cette identité culturelle européenne qui questionne? Est-ce que, à vos yeux, elle existe? Alors, Madame Hoffmann, vous venez d'entendre ce si vous permettez, je voudrais d'abord commencer par saluer le travail de la Maison de l'Europe de Paris et du réseau de centres d'information Europe Direct en France. Et pourquoi je fais ça? Non seulement parce que je connais bien le réseau Europe Direct et que je respecte énormément, parce que je trouve que dans un moment, si vous permettez, je voudrais d'abord commencer par saluer le travail de la Maison de l'Europe de transition du réseau du centre d'information, le travail de communication d'information sur les non seulement européennes, en coopération avec les représentations de la Commission, est vraiment précieux dans ce dialogue entre les institutions européennes et les citoyens. Et c'est là, il n'est pas évidemment partout en Europe communiquer. Il y a des centres plus Europe Direct dans cette transition justement parce que il y a beaucoup de travail de communication d'information sur les compréhensions parfois de ce qu'est en coopération avec l'Union européenne. Justement, vraiment précieux dans ce dialogue. Oui, bien sûr, l'Union européenne, ce sont ses institutions, mais ce sont les gens partout et l'Europe est à tous les échelons. Justement, parce qu'il y a beaucoup de, en parlant de la mauvaise compréhension parfois de ce que je suis optimiste de l'Union européenne. Je suis plutôt optimiste, oui, bien sûr, à la volonté, mais ce sont les gens mettre en commun. L'Europe est à tous les idées et aussi une certaine volonté d'aller de l'avant. En parlant de la culture, je crois que cela a été rendu très clair pendant la phase du confinement. Depuis le mois de mars, quand les ministres mettent en commun sont les idées en vidéoconférence et aussi une certaine volonté d'aller de l'avant et ce besoin de se parler. Cela a été rendu très clair pendant nationaux pour avancer sur le confinement. Ça m'a rendu le mois de mars, quand les ministres et ce qui me rend aussi optimiste, ce sont les projets que nous avons pu en vidéoconférence développer. On sentait vraiment tout récemment ce besoin de se parler dans le domaine de l'éducation numérique. Responsable la commission nationaux pour avancer sur la semaine dernière. Ça m'a rendu même que dans le domaine de l'éducation, un cadre, nouveau cadre pour l'éducation en Europe, coopération avec les États membres. Et nous avons aussi, encore tout récemment, concerne particulièrement dans le domaine de les industries culturelles et la création a présenté proposé la semaine dernière d'un institut d'innovation et dans le domaine de l'éducation, un cadre dont nous sommes pour l'éducation de l'Europe, de coopération avec les communautés d'innovation et nous avons connaissance spécialement sur particulièrement pour que les industries culturelles et de l'entreprise, de l'université
travaillent ensemble pour créer des conditions et de recherche, développement beaucoup plus favorable dont nous sommes se faire en matière de communauté d'innovation. Et donc, sur la culture, et l'innovation, le monde de l'entreprise, de l'université, la travail ensemble de la discussion en parlant des conditions de l'éducation numérique, se faire en matière de créativité et d'innovation. Et donc, parce qu'elle a montré encore beaucoup plus nos fragilités de la discussion en parlant et bien sûr de l'éducation numérique cruellement pour le secteur culturel. Nous savons bien que 95% de ce secteur est constitué de petites entreprises d'artistes, travailleurs indépendants, très vulnérables, qui travaillent dans des conditions très précaires. Et bien sûr, ça vaut une perte réellement même de courte durée. Le secteur peut être extrêmement donc ça, c'est nous savons bien que 95% de ce secteur est constitué de petites entreprises d'artistes, travailleurs indépendants, sont très vulnérables. Des nouveaux modes très précaires de fonctionnement de ce secteur. Le numérique est certainement même un élément très important. Extrêmement bien sûr, là aussi, il faudra encourager le numérique tout en veillant aussi à ce que se pose la relation effectivement numérique des nouveaux modes de fonctionnement reste au secteur, bien entendu. Le numérique et ça vaut aussi pour l'éducation. Nous avons vu aussi que nos systèmes d'enseignement qui ont dû faire face dans ces conditions très compliquées à des besoins très difficiles à remplir. Ça nous a donné et son public la motivation d'améliorer, de renforcer notre plan d'action pour l'éducation numérique qui était déjà en place. Mais là, on a vu qu'il fallait agir beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de réactivité et en soutenant aussi les enseignants et en ayant aussi une approche intersectorielle, intergénérationnelle, une approche assez holistique pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte ni de la révolution numérique, ni bien sûr de tout ce que la crise du Covid nous a amené à vivre. Voilà, donc ça c'est en gros. À part évidemment, ça je crois que c'est développement au niveau de nos politiques, de nos programmes, au niveau des mesures immédiates, bien sûr. Dès que la crise a commencé à faire ses ravages, nous avons dans la mesure des moyens dont nous disposons, nous avons rendu l'accès au programme, que ce soit Erasmus, que Europe Créative, l'accès plus facile, plus flexible. Nous avons lancé des appels supplémentaires. Nous avons mis aussi à travers ces appels d'action sur le numérique, par exemple pour la musique. Donc nous avons fait toute une série de choses, sachant que dans l'ensemble, la Commission a aussi proposé des outils en dehors de nos programmes que les États membres peuvent décider d'utiliser aussi au bénéfice de la culture. Jean-Noël Tron, est-ce que selon vous, cette période de Covid, justement, sera une période charnière, permettra de réfléchir autrement, de construire des projets différemment pour vous, toujours avec ce numérique derrière? D'abord, en tant qu'Européen passionné, j'espère que ça va nous inciter à comprendre que si nous ne rebondissons pas collectivement, l'Union est mal partie. En quelques jours, la totalité des frontières établies, une raison pareil, extrêmement compréhensible. Et c'est vrai que finalement, la peur a toujours été la meilleure conseillère pour les Européens. Après 28 siècles, ils ont décidé de faire ce qui a été une communauté, parce que c'était l'avant-dernier stade de la disparition de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que cette crise peut nous servir de ce point de vue-là. Ça, c'est pour être optimiste. Du point de vue des industries culturelles, non, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de rebond immédiat, pour une raison très simple, comme Mme Moufouad l'a dit très justement,
L'essentiel de ces secteurs sont des secteurs extrêmement fragiles, sont des secteurs extrêmement morcelés, et dans lesquels l'économie réelle prime très largement. Si vous prenez le cinéma, le livre, la musique, le spectacle vivant, c'est l'économie réelle qui prime. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, vous avez moins de plus de 10% des foyers qui utilisent un abonnement pour écouter de la musique. Pourtant, tout le monde ne parle que de Spotify et Deezer. Mais la majorité des Français ne sont pas abonnés à ce type d'offre. Donc, les pertes, pour vous donner un aperçu, le ministère allemand de l'économie a fait une évaluation qui date déjà, puisque c'est une évaluation pendant la période du confinement, d'une perte avec 3 scénarios, d'à peu près 30% de l'économie et culture en Allemagne. Et en France, le mouvement France Créative, dont je suis l'un des co-créateurs avec des patrons d'autres secteurs culturels, qui a fait les premières études sur l'économie de la culture, notamment en Europe. C'est une étude européenne de 2015 qui avait donné les chiffres dont je vous ai parlé. France Créative estime entre 28 et 30 milliards la perte de revenus de l'économie des cultures en France pour la période de confinement et jusqu'à début 2021. Or, il n'est malheureusement pas exclu que ces hypothèses soient trop optimistes parce que les grandes tournées internationales pour le spectacle vivant ne reviendront sans doute pas avant 2022. Et pour le cinéma, le premier trimestre de l'année 2021 va être le plus difficile de tous puisqu'il n'y a pas de grands films à sortir. Le cinéma est d'abord une économie de l'offre. Et vous le voyez bien d'ailleurs, les salles aujourd'hui sont vides. Donc voilà, pour vous répondre factuellement, on fait tous, bien sûr, expliquer que ça va être un rebond par numérique, mais c'est faux. En revanche, ce qu'il va y avoir, c'est accélération de la pénétration des géants américains et chinois, et nous risquons d'être balayés. De ce point de vue, l'Europe a encore une fois montré la voie. La directive sur le service visuel est absolument exemplaire. Elle prévoit 30% d'œuvres européennes sur les plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney. Et c'est un signe démenti à ceux qui expliquent qu'en matière de numérique, on ne peut plus rien réguler. Ça, c'est grâce à la bataille commune entre la Commission européenne, les États membres et le Parlement. Donc je ne voudrais pas donner le sentiment d'être ce que je ne suis absolument pas, un eurosceptique. Je suis un euro-réaliste. Et donc, par rapport aux enjeux numériques, je dirais qu'ils sont totalement secondaires dans le plan de relance. Ce qui est primordial, c'est que sur les 300 à 400 milliards qu'on va mettre au niveau européen pour le plan de relance, on ait quelques milliards qui puissent aller directement aider des entreprises comme celles que je dirige. Moi, je lance un plan de départ volontaire de 10 à 15% des salariés. C'est la première fois depuis que le système existe, depuis qu'elle a été créée en 1851, que nous vivons une crise pareille. Beaucoup de gens pensaient en France que la système se porterait toujours bien. Nous sommes face à une crise absolument majeure. Pourquoi ? Parce que quand nos revenus nous recollecter ces fonds, comme nous sommes un but non lucratif, que nous n'avons pas le droit de faire de profit, notre financement, qui est lié au prélèvement que nous faisons sur les droits que nous collectons pour le moment, s'effondre. Ma situation est la même que celle de la plupart des entreprises importantes de l'économie de la culture. Donc pour la Commission européenne, et ça je sais bien que malheureusement c'est plus un problème pour la DG Connect que pour la DG Culture, il faut tirer la sonnette d'alarme, ce qu'a fait la commissaire Marie-Gabriel, qui est une très solide alliée de nos secteurs, mais il faut que le commissaire Breton bouge. Pour l'instant, le commissaire Breton, à qui les secteurs de la culture d'ailleurs ont écrit il y a déjà un mois pour l'alerter sur le problème urgent de non-respect de décisions démocratiques sur la directive droits d'auteur, n'a toujours pas réagi. C'est-à-dire que, juste pour en un mot, la directive a été votée, alors qu'il y avait eu une crise, ça a été très difficile. Et finalement, dans l'application, ça ne suit pas exactement. Oui, c'est même pire, c'est-à-dire que la directive permet de créer un terrain de jeu, comme disent les anglo-saxons, un peu plus équitable entre les géants que sont ces entreprises numériques globalement non régulées. Je parle d'entreprises qui, par ailleurs, tout simplement du point de vue du respect des règles fiscales européennes, posent des problèmes majeurs. Ça n'est pas qu'en matière de culture, leur comportement pose problème. Or, la directive a par exemple créé un droit à l'annulation pour la presse. La France est le premier pays à avoir transposé un des articles de la directive droit d'auteur, celui qui permet une annulation pour la presse. Nous sommes en octobre 2020. Cet article est resté lettre morte. La loi n'est pas mise en œuvre. Google a fait l'objet d'une mesure d'injonction de
l'autorité de la concurrence en France, sans résultat. C'est, comme je le raconte dans mon livre, une bataille qui a commencé en 2011. En 2011, la chancelière Merkel avait prévu une rémunération pour la presse. Et à l'époque, le lobbying de Google a fait plier les Allemands. Voilà. Les Allemands ont voté à la grande majorité, les 2/3, ce principe de rémunération. Les Français, bêtement, ne les ont pas suivis. Je pense que c'est une des grandes erreurs politiques du précédent quinquennat. Je l'ai dit à l'intéressé. La France a préféré un fonds de rémunération dans lequel Google paye directement la presse française. En plus de mon point de vue, c'est pas démocratique. Même qu'une entreprise privée fasse un chèque en fin de mois à tous les instituts de la presse française, c'est quand même un problème démocratique. Et donc, ça c'est le premier exemple. Ce droit à la rémunération pour la presse, et là, oui, il y a des singes, je ne parle pas des noms que pour les jeunes bas, compositeurs de musique, poètes, auteurs de nouvelles choses de titrage, tout ce monde de la SACEM, mais les journalistes sont dans une autre société, un auteur qui s'appelle la SCA. Donc, ce combat, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il a commencé, pour l'instant, ça n'a pas réussi. Et la solution n'est qu'européenne. Il n'y a pas de solution possible au niveau des États membres. Donc, pour terminer de vous répondre, il y a un deuxième acte emblématique de cette directive, celui qui a provoqué le plus de batailles médiatiques, l'article 13 à l'époque, qui s'appelle maintenant l'article 17, parce qu'on a renuméroté la directive. Et cet article 17 prévoit simplement que pour les plateformes qui traitent des contenus protégés par la propriété intellectuelle, il y a des obligations minimales de transparence, d'information, de signature de licence avec les ayants droit ou leurs représentants, ce que nous sommes. Cette directive n'est pas mise en œuvre, mais en plus, ce qui est embêtant, c'est que la DG Connect a lancé une consultation pour définir les lignes directrices sur cet article 17. Le gouvernement français a alerté. Beaucoup d'États membres sont en train de monter au créneau. Ce que propose la DG Connect, c'est de la surrégulation. C'est contraire à l'esprit de l'article 17. Ça, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Parce que c'est une mise en cause directe de la volonté populaire. Alors, vous l'avez dit vous-même, la directive elle a été adoptée in extremis à l'issue peut-être de la première prise d'otage démocratique de l'opinion publique européenne. J'en sais quelque chose, car moi je suis allé à Krušnica, le droit d'auteur, qui à l'époque n'était qu'un problème. J'ai eu une discussion avec une partie du personnel politique polonais et j'ai mieux compris le problème. Le problème, c'est que Facebook Pologne avait expliqué à la classe politique polonaise que pour les élections locales polonaises, Facebook Pologne était prêt à mettre des équipes à la disposition du personnel politique polonais, à la condition que l'article CDA 13 de la directive de droit d'auteur ne soit pas signé. Donc, nous avions à l'époque fait procéder à un sondage qui montrait que les 2/3 des citoyens de l'Union européenne estimaient que ces grandes entreprises sont plus puissantes que les institutions communautaires. Et ça, c'est un chiffre qui rejoint un peu ce qu'a montré Guillaume Caline, qui, moi, je ne vous le cache pas, m'a atterré. Parce que, d'abord, ça prouve une grande lucidité de l'électorat européen. Ensuite, c'est un bon signe. Parce que, quels que soient les efforts que les gens comme nous tous, qui nous battons grâce à des institutions formidables comme la Maison de l'Europe, grâce à des alliés extraordinaires comme la direction de culture, etc., les institutions bruxelloises, plus va s'installer chez nos compatriotes le sentiment que les institutions européennes sont en fait mises en échec par les entreprises privées extra-européennes, plus il va être difficile d'éviter des comportements erratiques, erratiques et non érotiques, en matière de vote européen. Quand c'est les votes pour le Parlement européen, hélas, ça n'a qu'une conséquence relative. Quand ce sont des votes nationaux, ça peut avoir des conséquences absolues. Et je termine en faisant une recommandation. Si vous avez mon livre, j'en serais ravi. J'ai fait donc des droits d'auteur au comité du cœur de la SACEM, qui en ce moment aide nos auteurs dans le besoin. Mais en revanche, il y a un livre moi, que je recommande à tout le monde de lire, qui est le livre du Bulgare Ivan Krastev, dont, de manière assez révélatrice, d'ailleurs, la traduction française n'a rien à voir avec le titre original en anglais. La traduction française doit être quelque chose du type des poèmes de Europe. Le titre en anglais, c'est After Europe. Et Ivan Krastev illustre assez bien ce que montraient les chiffres de Guillaume Caline, qui est la différence d'approche culturelle entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest.
C'est très parlant. Et j'en reviens à la question que vous posiez, sur l'exception au sens large de ce qu'est la culture. S'il y a une chose qui me paraît certaine, c'est que les Européens savent qu'ils font partie de notre histoire. Ils le savent tous, encore faut-il le leur expliquer. D'où une des propositions de mon idée, qui est, comme le manuel d'histoire européen est hors d'atteinte, nos pays sont encore assez mûrs. Il y a eu d'ailleurs un manuel, on ne sait pas assez, mais il y a eu un manuel franco-allemand scolaire et ça a été un échec. Il n'a pas été mis en œuvre ni dans l'éducation nationale française, ni dans l'éducation nationale allemande. Moi, je plaide pour qu'on fasse un manuel d'histoire libre dans tous les pays d'Europe, mais qu'on essaye de proposer un chapitre d'histoire de l'Europe. Et pas un chapitre d'histoire des institutions de l'Union européenne. On en parlera aussi. Mais expliquer aux Européens, au quartier latin, à la Renaissance, quand Ignace de Loyola et ses compagnons étaient en train de créer le mouvement qui allait devenir les jésuites, la moitié des étudiants du quartier latin n'étaient pas français, qu'ils étaient organisés par nations culturelles, et qu'en réalité, il y avait probablement plus de mélange, et pas simplement des élites, entre Européens, il y a 2 ou 3 siècles qui n'ont aujourd'hui. Voilà le genre de choses pour lesquelles je plaide. Il faut maintenant qu'on touche les citoyens eux-mêmes. Toucher les citoyens eux-mêmes, c'est pas les médias, sauf qu'on est à une époque de RC, aujourd'hui de médias totalement en concurrence. Donc même si les médias publics faisaient un peu plus les programmes et qui en fait est un plaidoyer absolument magnifique pour l'Europe. La série Maxime Calidaro, Je crois, oui. Je crois qu'il s'appelle le Parlement. Mais il a aussi fait un livre qui s'appelle Le Compromis. Le Compromis. Alors pardon, j'ai été trop long, mais pour... on va juste relancer. Voilà, pour laisser la parole à Madame Hoffmann. Et ensuite, il y aura les questions dans la salle et par Internet, les personnes qui nous regardent par Internet. On parlait assez longuement de ce droit d'auteur, de cette DG, qui est une autre direction générale de la Commission Connect. C'est plutôt elle qui s'occupe de la partie numérique, plus que vous, la DG Culture. Mais il y a, en ce moment, on est en train de négocier le futur budget de l'Union européenne sur la période 2021-2027. Est-ce que, à l'issue de cette discussion, du vote qui est attendu avant le 1er janvier 2021, on l'espère, si les fonds pour la culture étaient importants dans ce budget européen, est-ce que cela vous aiderait? Oui, bien sûr. Donc, étant donné les défis actuels, un futur budget ambitieux est nécessaire pour la période 21-27. Y compris pour Europe Créative, mais aussi bien sûr pour d'autres programmes pertinents. D'ailleurs, j'aimerais, j'ai parlé des fonds structurels, le programme de recherche de l'Union européenne, Horizon Europe, est aussi un instrument intéressant pour la culture. Voilà, donc bien sûr, avec le nouveau cadre financier pluriannuel, évidemment, nous pourrions aussi continuer notre action comme proposé pour le nouveau programme Europe Créative, doté d'un budget global. Maintenant, je vous donne le chiffre qui vient de l'accord intervenu entre les chefs d'État et de gouvernement en juillet dernier. Donc, le Conseil européen s'est mis d'accord sur un peu plus de 1,8 milliard. Et donc, ceci représenterait une proposition de 33% par rapport au budget actuel. Voilà. Et, pardon? Actuellement, il est de combien, le budget dans la période? Ça, c'est une augmentation de 33%. Donc, c'est 1 milliard. Maintenant, la proposition qui était que le Conseil européen a fait sienne est de 1,842 milliard. Donc, voilà. Donc, effectivement,
Mais vous savez, la discussion continue entre les États membres, le Parlement européen et bien sûr la Commission déploie tous ses efforts pour que un accord aboutisse rapidement sur l'ensemble du budget, y compris le budget de relance pour les années à venir. Donc là, j'appelle les questions du public. Est-ce que dans la salle, vous avez quelqu'un une question? Vous voudrez revenir sur ce qui a été dit, demander une précision ou lancer une question sur un autre sujet? Oui, monsieur. Alors, vous avez donné des éléments d'une situation existante, très bien, mais ce que l'on peut attendre de l'organisation européenne, c'est qu'elle s'implique sur les moyens d'acquérir de la culture. Une culture qui existe telle qu'elle est, mais motiver les Européens, c'est leur donner les moyens d'acquérir une culture différente, qui peut être voisine ou d'un autre domaine que le leur. On ne parle pas du moyen d'acquisition, on doit parler d'un existant. Viviane Hoffman, vous avez entendu la question de le public. Ce monsieur estime qu'il faut donner les moyens d'acquisition de la culture, et pas seulement de son pays d'origine, mais des pays voisins aussi. Et donc, il semblerait que ce genre de moyens, s'il était à définir ou à donner, viendrait de la Commission, n'est-ce pas, enfin, des institutions de l'Union. En fait, vous le savez certainement, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de contenu de l'enseignement. Donc ça, c'est une compétence réservée aux États membres. Maintenant, évidemment, parfois, on peut proposer aux États membres un certain nombre d'outils et justement, dans le cadre de l'année européenne du patrimoine en 2018, nous avons préparé une sorte de boîte à outils pour les enseignants pour qu'ils puissent intégrer le patrimoine culturel en classe. Mais en général, évidemment, ça c'est une prérogative des États membres. Et bon, après, il y a bien sûr aussi, je parle encore une fois du Centre Europe Direct et de représentation qui produisent beaucoup de matériel qui peut être extrêmement utile aussi sur le fonctionnement des institutions, des politiques. Mais et puis après, il y a les échanges, évidemment, entre étudiants. Mais Erasmus, il ne faut pas l'oublier, Erasmus n'est pas seulement un programme pour les étudiants. Il est connu pour les échanges d'étudiants, mais bien sûr, il englobe, si vous voulez, une panoplie beaucoup plus large de personnes, aussi les élèves en enseignement professionnel, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, ça vaut la peine de regarder d'un peu plus près ce qu'il a à offrir et à l'avenir, notre idée est de le rendre plus inclusif, si on peut dire, puisque évidemment, nous aimerions que davantage de personnes puissent profiter de ce qu'il a à offrir en termes justement d'expérience dans un autre pays. Une autre question? Est-ce qu'on a des questions par Internet? Oui, donc je me permettrai de poser alors la question de Monsieur Alexandre Le Forestier, qui est dans tout ce qui est numérique également. Et donc, il pose la question à M. Tron et Mme Maria Gabriel, donc en l'occurrence à vous, Mme Hoffman. Aujourd'hui, le numérique passe inévitablement par les réseaux sociaux. Donc, le seul moyen d'acquérir une vraie souveraineté européenne, c'est de créer un réseau social proprement dit européen qui allie la technologie et la culture. La plateforme Pan Odyssey offre une solution et une vraie alternative face aux GAFA.
Mais comment faire pour changer les pratiques actuelles numériques et culturelles des Européens, les convaincre de se tourner vers un système plus équitable et juste que celui des industries américaines? Les gens ont-ils vraiment envie d'adopter un nouveau modèle? Et existe-t-il une vraie volonté politique et économique d'inventer et financer un autre modèle numérique, un modèle européen? Une question longue mais précise en même temps. Madame Hoffmann, vous avez entendu la question? Vous pouvez répondre. C'est une très grande question. Je crois que, oui, pour que des alternatives européennes puissent naître, justement, il est important d'avoir un cadre réglementaire qui soit clair, qui soit cohérent et qui permette l'éclosion de telles initiatives, tout en restant aussi ouvert sur le monde, ce qui est une caractéristique européenne dès lors que les entreprises qui ne sont pas établies en Europe se conforment aux règles et aux standards européens. Voilà, je crois que cette idée aussi de devenir numériquement plus souverain est une idée qui est comprise dans l'idée du marché européen numérique. Voilà, donc ça c'est un peu la réponse globale à une réponse une question qui demande sûrement une réponse plus complexe. Mais encore une fois, je crois que l'environnement réglementaire est ce que l'Europe peut faire de mieux en la matière. Est-ce que vous sentez les Européens capables de justement pousser pour une très grande plateforme qui serait à caractère européen, tel que vous voyez tout ça, vous observez? Non, absolument pas. Mais comme l'a dit très justement les règles générales, les règles du marché unique font que ça n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas forcément un mal. Sinon, vous avez connu le marché. La dernière fois qu'on a essayé à Bruxelles de faire un projet numérique sur l'argent public, qui était censé être sur le Google européen, ça s'est très mal terminé. Quelques centaines de millions d'euros ont été dépensés et le projet a finalement été à volo. Je ne peux pas vous répondre de manière plus claire. Autre question. Personne n'a de questions à entrer ou de précisions à demander? Alors, sinon notre question virtuelle. Une question virtuelle, si ouais. on n'est pas dans la salle, oui. Alors, comment garantit-on une information et une éducation culturelle de qualité si dans certains pays, comme la Bulgarie, le plus gros médias sont possédés par des oligarques au pouvoir? Avez-vous un monitoring et un suivi sur les destinataires des subventions européennes dans le domaine de la culture, des médias et de manière plus générale? Ça, c'est une question un peu... Oui. C'est à vous, Madame Hoffmann, de répondre à cette question. Oui, là, c'est une question, je préfère rester dans mon propre domaine de compétences parce que c'est une question, je veux dire, qui mérite une réponse bien informée, nuancée. La Commission vient de sortir un rapport très récemment que vous avez certainement vu. Mais je crois que ça dépasse un peu le cadre de ce que nous avions prévu de discuter. Encore une fois, c'est une question extrêmement importante, mais je ne suis pas sûre d'avoir toute la réponse que vous attendiez en ce moment-ci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle qui surgit? Non. Et sur l'Internet, une autre? Vous en avez une autre? Oui, éventuellement, mais peut-être je donner la parole à la salle. D'abord la salle. Allons-y. Alors, c'est plutôt lié à la traduction. Les progrès en traduction orale automatique devraient favoriser les incompréhensions. Or, ces traductions vont être accessibles à tout le monde. Donc, comment on fait face aux traductions qui peuvent éventuellement poser des problèmes à long terme au niveau européen?
Mais là, on parle des traductions. Je n'ai pas la précision, mais j'imagine qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau administratif, etc. Est-ce que c'est la traduction automatique? D'accord. Vous pouvez répondre, Madame Hoffmann, sur cette question des traductions? Je ne suis pas certaine d'avoir bien entendu la question, désolée. Monica va la redonner. Alors, le progrès en traduction automatique devrait favoriser les incompréhensions. Or, ces traductions vont être accessibles à tous. Donc, comment on va régler quelque part ce problème au niveau européen? Des traductions qui ne seront pas, les traductions automatiques qui ne seront pas peut-être les meilleures traductions pour l'Europe. Et est-ce que d'ailleurs cette question s'est posée au niveau européen? Est-ce qu'on a réfléchi à cette question? Non. Non. Non, je ne suis pas certaine sous quel angle on l'aborderait, mais c'est une question qui, en tout cas, là où je suis, on n'a pas été saisi de ces questions-là. En revanche, nous soutenons la traduction d'œuvres littéraires à travers aussi le programme Europe Créative. Et nous avons aussi un prix, nous soutenons un prix européen de littérature. Voilà, donc il y a une action, mais c'est de la traduction littéraire, mais traduction automatique, non, c'est pas tellement dans notre champ. Moi, je voudrais revenir à cette notion de souveraineté parce qu'on a entendu beaucoup parler de souveraineté pendant toute la période du confinement et on voyait beaucoup ça sous l'angle des relocalisations d'industries, de fabrication qui ont été exportées, enfin confiées il y a des années aux pays asiatiques. Et on a dit, oui, comme ça, on retrouvera notre indépendance et notre souveraineté si on relocalise. Alors évidemment, on ne peut pas tout relocaliser, mais est-ce que, en matière de culture, lorsqu'on parle de souveraineté, est-ce que dans ce débat actuel, après le confinement, on pense surtout aux industries de fabrication des produits et des marchandises, la culture viendrait plutôt derrière? Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment, vous, Jean-Noël Tron, alors qu'on pense plutôt à d'autres domaines, celui de la santé, par exemple, la fabrication des masques, etc. Oui, c'est certainement pour les raisons économiques que j'indiquais, que c'est un secteur qui, en plus, la particularité que ces emplois sont souvent non délocalisables, que de surcroît, ce sont des secteurs qui, en moyenne, emploient plus de femmes et plus de jeunes que le reste de l'économie. Et par-dessus le marché, que ce sont des secteurs dont les emplois irriguent beaucoup plus que d'autres industries d'échelon régional, d'échelon local. Par nature, des entreprises de plus petite taille, donc elles sont un peu plus éparpillées. Ce sont des secteurs pour lesquels la question de la souveraineté peut se poser en fait assez facilement, comme je l'indiquais tout à l'heure. Mais encore faut-il prendre la mesure de l'ampleur de la destruction économique à l'œuvre. Parce que, pour prendre simplement l'exemple du spectacle vivant, le spectacle vivant en France va perdre à peu près 40% de ses revenus cette année. Ce sont des entreprises, les producteurs de spectacles, qui en moyenne ont des taux de marge qui sont inférieurs à 1%. Donc, si on n'aide pas directement ces acteurs à passer le cap, ils seront balayés économiquement et il n'y aura pas de réelle croissance. Or, on a vu dans le spectacle vivant arriver 2 géants américains en France au cours de ces 5 dernières années, qui étaient encore absents. Le marché du spectacle vivant, parce que c'est aussi un marché, était un marché qui restait totalement national. Il y avait des tournées d'artistes, mais peu. Y compris pour une raison simple, c'est qu'on localise peu des contenus de spectacle vivant. Un film, ça se double. Un roman, ça se traduit. Une musique, ça s'écoute tel quel dans la langue d'origine. Une pièce de théâtre, il y a bien sûr des noms, des surtitres, enfin, grosso modo, ça s'écoute loin. Même dans ce secteur-là, on voit arriver des géants de mots. Donc la question de la souveraineté industrielle, de la souveraineté économique se pose notamment dans nos secteurs culturels.
même si, comme vous l'avez dit très justement, la question de survie immédiate, aujourd'hui, ça peut se poser plutôt la question pour la fabrication du vaccin. Il n'y a pas d'outrecuidance de prétendre que la culture doit passer avant la fabrication des vaccins. Ceci dit, en termes de rayonnement de l'Europe et d'incarnation, si nous nous retrouvons dans 5 ans avec 80% des spectateurs européens qui sont abonnés à des plateformes de type Amazon Video Prime, sur lesquelles on a 80% de programmes américains, je crains, pour revenir à l'exposé que vous avez fait au début, que les chances de construire une identité culturelle commune soient définitivement derrière nous. Et ça, c'est une vraie question qui est posée, non pas à la Commission européenne, comme le rappelait le directeur général, ça ne rentre pas dans le champ de compétences là-dessus de la Commission, mais encore que, grâce à l'Europe créative, quand la Commission aide à fabriquer des séries européennes, ça marche très bien. Alors j'ai pris l'exemple de Parlement, parce qu'en plus, ça parle de manière extrêmement drôle, je dirais en forme d'hommage, à la Netflix, c'est-à-dire pas du tout politiquement correct, des instances bruxelloises. Encore une fois, pour avoir été dans ma jeunesse assistant parlementaire, j'ai adoré cette série parce qu'elle est très drôle. On aurait, je pense, je parle sous le contrôle de Mme Hoffmann, on n'aurait pas osé, peut-être du côté de Bruxelles, parce que je sais que l'Europe créative a aidé cette série, on n'aurait peut-être pas osé aider un scénario pareil il y a 20 ans. Et là, la Commission européenne s'y risque et elle a bien raison. Parce que ce n'est pas du tout un programme pédagogique bien pensant, et en même temps, c'est un programme qui fait beaucoup de bien à l'Europe. Et donc, je termine un instant pour prendre cet exemple de série télé, parce que c'est d'abord dans les séries que le rouleau compresseur américain est en train de balayer les échelons européens. Dans un modèle traditionnel dans l'audiovisuel, vous avez des métiers qui sont en fait assez séparés. Vous avez un réalisateur qui fabrique des films, éventuellement il travaille avec un scénariste, il y a des acteurs. En général, il faut qu'il trouve un producteur. Le producteur a plutôt besoin de trouver des diffuseurs pour lui financer son achat de programmes. À l'export, ce sont les exportateurs de programmes. Et les diffuseurs européens ne sont pas de bons exportateurs. Il y a des exportateurs de programmes. Et puis, vous avez des diffuseurs qui ne sont ni des producteurs, ni des exportateurs. Vous avez les chaînes de télévision. Un acteur comme Netflix fait tout à la fois. Il est producteur, éditeur, distributeur, diffuseur. Donc ça va très très vite. Quand on voit la qualité des programmes produits par différents pays européens, diversité culturelle, ils sont exceptionnels. Là-dessus, ma fierté. Des programmes comme Peaky Blinders, la série britannique, Humans, la série suédoise, Occupy, la série norvégienne, sur comment l'Union européenne laisse les Norvégiens entre les mains des Russes. Je vous invite à le voir à la télé. Évidemment, des séries comme Borgen, par exemple au Danemark. Tout ça sont plus les séries policières qu'on a eues cet été. Absolument. Tout ça montre qu'en fait, les industries européennes, notamment grâce à des soutiens de la Commission européenne, ont à peu près couplé leur retard. Il y a des acteurs nationaux, au Canal+, faisant il y a 20 ans, j'étais à l'époque chez Canal+, donc je m'en souviens très bien, le constat qu'avec la télévision numérique terrestre pour tous, il y allait avoir 1000 films, en gros, en clair par an. Donc, pour une série, comme pour un acteur économique comme Canal+, les gens allaient plus s'abonner simplement pour des films. C'est ça qui a conduit à l'époque Canal+ à faire des séries, comme Mafiosa, comme Braco, comme Engrenage, c'est des séries qui vous parlent. Donc, pour prendre cet exemple-là, je termine de vous répondre, le paradoxe, c'est qu'en fait, les industries culturelles européennes sont plutôt les meilleures, en réalité. Ce qu'on oublie souvent quand on regarde la production de films américains, ce que les Américains exportent chez nous, c'est 10% de la production américaine. 90% des films américains sont totalement irregardables. Et de même qu'ils sont un marché ultra productionniste. Alors c'est pour ça que je parle de la symétrie. Encore, la direction de Mme Hoffmann n'y peut rien, mais la direction, par exemple, du commerce de la Commission européenne, de ce point de vue-là, a tout juste commencé à bouger. Mais il y a tout le temps. Hein. On a vu un président de la Commission européenne, il y a 7 ans, faire un chantage au secteur de la culture. C'était M. Barroso, pour le citer, au motif qu'il fallait faire sauter des mesures en matière de diversité audiovisuelle, parce qu'il y avait 1 million d'emplois à la clé, dans un traité de libre-échange États-Unis-Europe. Aux États-Unis, 98% de ce qui passe sur la radio américaine, c'est la musique américaine. En France, en Europe, vous avez quelques pays qui ont des quotas radio qui imposent un minimum de diversité culturelle. Quand vous interrogez les gens, en fait, ils ont envie d'écouter la musique de chez eux, en fait, sur leurs médias, et pas que lui.
Donc voilà, pour vous répondre de manière complète, je pense que les Européens ont en matière d'industrie culturelle à peu près tout ce qu'il faut pour réguler plus que jamais, que le numérique au passage casse toutes les barrières à l'export. Avant, pour exporter un artiste français ou un latine, il fallait que les maisons de disques investissent, trouvent un fabricant de CD en Argentine, trouvent un distributeur, trouvent un attaché de presse argentin. Aujourd'hui, avec des plateformes comme Spotify, le marché est d'envergure mondiale. Donc il y a tous les atouts. Le problème, c'est la symétrie concurrentielle totale. Et d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision il y a 15 jours qui est une véritable catastrophe, dans le cadre d'une affaire irlandaise, qui va coûter potentiellement, comme une décision rétroactive, une centaine de millions d'euros aux artistes français de la musique. C'est le genre de décision qui passe totalement inaperçue. Croyez-moi, c'est une affaire d'État au niveau européen. Décision de droit, CJE, le quatrième pouvoir à Bruxelles, au moins contrôler les quatre. Donc, c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que malgré toute la bonne volonté des acteurs pro-culture à Bruxelles, les instruments de souveraineté ne sont pas là. Je voudrais quand même terminer sur une note un peu positive. Vous citiez les séries, mais il y a aussi dans le domaine du cinéma, ça marche bien quand même. On voit pas mal de films coproduits par plusieurs pays ou réalisés par plusieurs pays qui sont sélectionnés dans les grands festivals et qui sont des films de qualité. Et d'ailleurs, la Commission européenne publie chaque année, au moment du Festival de Cannes ou de Berlin, la liste des films qui ont été financés par ce programme. Et je pense que c'est assez reconnu dans le milieu du cinéma. Si vous regardez les entrées en salle, pardon de contredire, mais si vous regardez les entrées en salle, alors là, avec l'effet Covid, effectivement, il n'y a pas de blockbuster américain. Oui, mais évidemment, il n'y a pas de comparaison. Mais en France, c'est 50% la production française, mais en Italie et en Espagne, c'est moins de 10%. Donc l'année c'est vite. Le cinéma national dans les grands pays de cinéma a été balayé. S'il n'y a pas un moment une politique qui s'assume, alors on l'appellera comme on veut, promotion de la diversité culturelle, pour pas être protectionniste, comment les Américains font-ils pour que les films européens s'exportent aux États-Unis? Ils ne doublent pas, ils ne sous-titrent pas. Jamais la Commission européenne a décidé de partir en guerre contre le gouvernement américain pour cette raison-là. Et à l'époque, Barroso, dans cette fameuse histoire que je raconte dans l'ouvrage, Barroso avait quand même eu le culot d'expliquer qu'en plus, ça allait permettre d'ouvrir une discussion avec les Chinois. Les Chinois, j'ai lancé Canal+ au Vietnam. J'ai négocié avec le gouvernement communiste vietnamien. Croyez-moi, ces États-là ne s'embarrassent pas de débat sur les libre-échanges. Hein. Ils décident à leurs conditions. Le gouvernement chinois a une commission. Ils décident chaque année quel sera le quota de films américains qui rentrent et quels sont les films américains qui rentrent. Voilà. C'est aussi simple que ça. À ma connaissance, on n'a pas chassé les Chinois de l'OMC. Donc, je vous contredis là-dessus, mais c'est pas du tout pour être pessimiste. C'est simplement qu'il faut qu'on change de dispositif, parce que sinon, la prochaine fois, ce sont les anti-européens qui font la politique publique à notre place, alors ils feront les frontières, et on constatera qu'on a eu le Covid, d'ailleurs, que ça n'empêche pas, en fait, fondamentalement, les gens de continuer à vivre avec les frontières fermées. Ce qui, moi, m'a le plus inquiété au fond, comme nous tous, enthousiastes par la libre circulation, ben voilà, en une semaine, on avait rétabli toutes les frontières. Mais ça n'a pas provoqué l'effondrement de la vie quotidienne des Européens, d'ailleurs. Je ne me réjouis pas, hein, je souhaite qu'on rouvre toutes les frontières. Mais ça doit vraiment nous servir de leçon. Voilà. Comme on a commencé avec un peu de retard, je me permets de prendre quelques minutes, si vous êtes d'accord. Et monsieur, vous avez une dernière question à poser? Oui, je vous en prie, pas de problème. On peut dire un mot des grandes manifestations culturelles en Europe. Je pense en particulier à Salzbourg, je pense en particulier à Bayreuth, et je pense en France à Avignon, qui sont des grandes manifestations qui ne sont pas franco-françaises ou austro-allemandes. Et donc, je voulais savoir quelle image et quel soutien, surtout peut-être en ce moment avec le Covid, l'Europe peut apporter à ces grandes manifestations qui sont européennes. Mais déjà, la question que je poserai à Mme Hoffmann, est-ce qu'en temps ordinaire,
l'Europe soutient ces grands festivals à travers l'Union européenne. Il y en a aussi en Hongrie, il y en a un peu partout. Donc, est-ce que l'Europe soutient en temps ordinaire, financièrement, les festivals? les grands festivals, oui. Certains. Dans la musique, nous avons fait, je parle là de la musique, hein, dans le domaine de la musique, vous savez qu'on a lancé l'initiative Music Moves Europe, et là, justement, nous voulons soutenir les musiciens européens, les aider à développer des stratégies d'export, et nous nous rendons aux festivals qui sont organisés à cet effet-là, et les soutenons. Oui, tout à fait. Et en période de Covid, où beaucoup de festivals ont été annulés, est-ce qu'il y a eu une aide, une compensation de la part des fonds européens? Encore une fois, les fonds européens sont, enfin, je vais le dire différemment. Nous avons mobilisé tous les fonds que nous pouvions mobiliser rapidement. Nous avons même utilisé, mis à disposition 100 millions du programme Erasmus pour des projets qui sont sur la culture et la créativité, en relation aussi avec l'éducation. Nous avons, et d'ailleurs, tout à l'heure, pardon, j'avais mal entendu, vous pouvez peut-être le dire à la personne qui m'a posé la question sur la traduction, j'ai acoustiquement mal entendu la question qu'il a posée, et peut-être qu'il y a des projets de recherche qui sont ailleurs à la commission, mais j'avais vraiment mal compris la question. Donc, je pensais à ça en parlant des moyens que nous avions mobilisés tout de suite, rapidement, et donc des projets spécifiques pour le spectacle vivant, pour la musique, pour la traduction justement, et aussi notre grand appel de coopération que nous lançons tous les ans. Nous avons vraiment accéléré l'évaluation des projets, la contractualisation pour que l'argent arrive plus rapidement aux bénéficiaires. Donc à ce niveau-là, oui. Maintenant pour le virtuel, disons que il faut qu'un projet soit éligible. Et vous connaissez sans doute un peu notre système d'appel à projet. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités néanmoins qui sont du ressort des États membres en ce qui concerne le recours à d'autres instruments de l'Union européenne. Et encore une fois, la Commission a très vite ce printemps créé de nouvelles possibilités de soutenir différents secteurs de l'économie, dont le secteur. Et là, c'est une décision des États membres qui choisissent d'utiliser tel ou tel fonds. Eh bien, merci. Donc, on terminera sur cette information et sur cette note. Merci à vous, Madame Viviane Hoffmann. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe à la Commission européenne pour la culture, l'innovation, la recherche et l'éducation. Merci à vous, Guillaume Galline, qui vous avez présenté donc, cette étude sur la perception par les Européens et donc les Français de la culture européenne. Et merci Jean-Noël Tron. Je le remercierai tout à l'heure, il a un coup de fil urgent, il a dû sortir. Et merci à vous tous d'être venus et d'avoir écouté ce débat. J'espère que vous en retiendrez beaucoup et peut-être ça va vous amener à d'autres questions nouvelles pour l'avenir. On a aussi le livre donc, de M. Jean-Noël Tron à l'entrée si ça vous intéresse et si on commence par la culture. Merci. Merci, Monica. Je l'ai fait jusqu'à l'année dernière.